Début avril, l'actu sans le poisson. Le ton de la justice monte. À Namur, l'état du palais de justice sent vraiment pas bon. Le palais a dû fermer pendant quelques jours, début 2019. Le procureur du roi, Vincent Mac, dénonce ces conditions de misère. Et pour y arriver, il est prêt à balancer du poisson d'avril. Le palais va déménager au pavillon de Milan, situé sur l'esplanade de la Citadelle. On le craignait un petit peu, hein, donc on voit déjà que les travaux qui devaient commencer en janvier prochain risquent de commencer plus tard et pour un délai qui sera plus long. Donc on espérait rentrer dans le nouveau palais en 2023, ça risque d'être 2024 ou 2025. Et donc dans l'attente, il y a eu un accord entre la ville de Namur et la régie des bâtiments et on nous propose, et évidemment on a accepté, d'intégrer le nouveau pavillon qui se trouvera sur l'esplanade de la Citadelle. Le lendemain, Vincent Mac avouera le poisson, un mensonge pas punissable par la loi. Il n'avait pas juré de dire toute la vérité et rien que la vérité avant l'interview. Beaucoup plus sérieux, le combat d'adultes qui, enfants, ont été arrachés à leur mère noire à la fin de la colonisation du Congo. Le 6 avril, certains d'entre eux se rendent à Bruxelles pour entendre le Premier ministre belge, Charles Michel, s'excuser au nom de la Belgique. J'ai demandé congé exprès pour venir écouter cette résolution que M. Michel veut bien nous donner. Nous avions une famille. Nous étions frères, sœurs. Et arrivé ici, on a été séparés. Donc ça, c'est tout le contraire de ce qu'on espérait et qu'on avait promis à nos mères. Moment très attendu ce jour-là à la Chambre pour tous ceux qui ont souffert de cette séparation maternelle. Les excuses de Charles Michel. L'État belge a posé des actes contraires au respect des droits humains fondamentaux. C'est pourquoi, au nom du gouvernement fédéral, je reconnais la ségrégation ciblée dont les métis ont été victimes sous l'administration coloniale du Congo belge et du Rwanda-Urundi jusqu'en 1962 et suite à la décolonisation, ainsi que la politique d'enlèvement forcé y afférente. Au nom du gouvernement fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Impossible. Non. C'est arrivé un seul. Autre jour que certains n'oublieront jamais, le 7 avril 1994. Ce jour-là, 10 casques bleus de la caserne de Flawin sont assassinés au Rwanda dans le cadre d'une mission de la paix de l'ONU. 25 ans après le génocide rwandais, les familles des victimes se sont rendues au Rwanda. L'une des veuves de retour en Belgique s'exprime sur ce voyage de mémoire. C'était très éprouvant. Très court, mais c'était rempli d'émotions. 25 ans après, nous avions l'impression que c'était hier. Et pour nous, c'est une chose très importante que de pouvoir aller commémorer nos hommes et le peuple rwandais au Rwanda. À Flawin, au pied de la stèle qui rend hommage aux 10 paras, sont présents d'anciens soldats de l'époque, mais aussi l'aumônier militaire. Ce sont des sentiments difficilement explicables. Et au-dessus de tout, nous avons chacun notre vérité. Chacun a vu une parcelle de ce qui s'est passé. Et peut-être que dans 10-15 ans, nous aurons la vérité complète sur ces événements. Des lumières sont faites sur ce que faisait Churchill en 1919 en Angleterre. Donc je suppose que mes petits-enfants auront la vérité. On a construit beaucoup de monuments en mémoire de nos gars à gauche et à droite. Mais il y a un monument, je vais dire, intérieur. 3 monuments même. Le premier, c'est le monument de la violence, parce que forcément, ils sont morts dans des conditions dramatiques. C'est aussi le monument de l'impuissance, des règles onusiennes qui ne nous permettaient pas de réagir en militaire ou en force de l'ordre. Mais au-delà de ça, c'était un peu le thème d'aujourd'hui, c'était un monument de solidarité. Parce que pendant 25 ans, les familles ont été épaulées sans cesse à tous les niveaux. Et ça leur a permis évidemment d'avancer et d'arriver aujourd'hui avec une certaine sérénité.
En mai, crie ce qu'il te plaît. Chaque année, la capitale wallonne n'échappe pas aux manifestations. Les agriculteurs sont coutumiers d'actions de grogne devant le Parlement wallon. Ils ont convié des élus à un petit jeu pour changer le modèle agricole d'aujourd'hui. Ces manifestants prônent l'agroécologie. Cette agriculture existe, mais elle est en difficulté aujourd'hui, elle est en voie de disparition. Pourquoi? Parce que les politiques publiques soutiennent une agriculture industrielle vouée à l'exportation, et plus on est grand, plus on a de soutien, alors que c'est plutôt le contraire qu'il faudrait faire. Au printemps, les jeunes pousses se lèvent, mais nos adolescents, eux, sont déjà en mouvement depuis l'hiver précédent. Même si en avril, le mouvement des jeunes pour le climat s'érode quelque peu, après une marche de 75 000 personnes à Bruxelles, c'était le 27 janvier 2019. Qu'importe le nombre, scandent les ados, continuons à remuer ciel et terre pour la planète. Remuer, ces photos portées par ces manifestants namurois y parviennent. Elles sont l'œuvre de Gideon Mendel, un photographe qui parcourt le monde pour dénoncer les conséquences du réchauffement climatique. Je pense que des images ou des histoires, des témoignages, ça touche vraiment les gens, alors que certains mots qui sont prononcés tous les jours, certains slogans, il y a un moment où c'est redondant et on en a marre, on ne les écoute même plus. Donc des photos, ça choque vraiment, oui. Je voudrais mettre en valeur une photo comme ça parce qu'on voit ces femmes, elles sont âgées, elles ont l'eau jusqu'au cou, leurs maisons, elles sont en paille, elles n'ont nulle part où se réfugier. Enfin, avoir une inondation comme ça, juste que chez soi, avoir nulle part où se réfugier, enfin, ça doit être horrible. Et, enfin, elles sont au bout, quoi. Je trouve que le regard du monsieur est hyper poignant. Il permet de se rendre compte pourquoi on manifeste et ce qui se passe vraiment de l'autre côté du monde. Et je pense que c'est avec des photos comme ça que ça prend un sens, tout notre combat. C'est génial de voir à quel point ces jeunes sont impressionnés par ces images et qu'ils les utilisent pour leur activisme climatique. Changement climatique, mais aussi changement politique en perspective. En ce printemps 2019, les élections approchent. À quelques semaines des scrutins fédéral et régional, la FGTB fête son 1er mai et comme d'habitude, elle n'envoie pas de muguet au MR, seul parti francophone dans le gouvernement fédéral. Un gouvernement accusé de soft totalitarisme par Thierry Boutson. Le gouvernement, outre le fait qu'il a démontré qu'il n'accordait aucune importance, ou très peu en tout cas, aux organisations syndicales et aux mutuelles, et que dès lors il est vraiment opposé au contre-pouvoir organisé par eux, mais il a aussi montré que tout qui le contredisait vraiment était en fait une organisation ou une personne qui devait se taire et qui n'avait pas compris et qui disait des contre-vérités. Je citerai ici les remarques et les attaques qu'il y a eu contre la justice, contre les universités, contre le centre d'action laïque, contre les médias, à chaque fois qu'on contredisait ce gouvernement-ci. Il ne pratique pas la langue de bois quand il monte à la tribune. Guy Failly, secrétaire régional de la FGTB, enfile un gilet jaune et remet en question son propre syndicat qui, selon lui, a snobé ce mouvement social. Je suis vraiment intimement convaincu qu'on doit justement favoriser le fait que de plus en plus les citoyens se réapproprient la liberté d'expression, pas simplement dans les structures, mais qu'elles le fassent avec notre éclairage s'il le faut. Liberté d'expression, ces femmes qui marchent dans notre région savent de quoi il s'agit. Elles participent à la marche mondiale des survivantes de la prostitution. Nous rencontrons son initiatrice, Rosen Ischer, de passage à Namur. J'ai été prostituée pendant 22 ans, donc la violence vécue à l'intérieur, je la connais bien. Et je voudrais faire passer un message à tous ces pays limitrophes de la France, mais aussi dans le monde entier, qu'on n'est jamais prostitué par plaisir ou par choix. Il y a toujours un passé lourd, très très lourd derrière. Je pensais être libre et quand j'ai fait le bilan de mon passé, je me suis rendu compte qu'en fait c'était mon passé qui en était la cause. Et toutes ces femmes, je les vois, dans leurs yeux, on voit une grande tristesse. Ces femmes qui ont vécu la prostitution veulent aujourd'hui témoigner pour atténuer leur douleur, même si cela ne les guérira jamais.
À l'heure actuelle, on banalise énormément la prostitution et les violences faites aux femmes. Pendant que je me prostituais, je disais aussi c'est un métier comme un autre, c'est pas grave, moi je me sens bien avec ça. En réalité, il faut savoir que c'est un peu la méthode Coué. C'est tant on le dit, plus on le dit aux autres en fait, on pense qu'on essaie de convaincre les autres, mais en réalité on essaie de se convaincre nous-mêmes. Ça fait 20 ans que j'en suis sortie et que donc je me suis reconstruit entièrement une vie, mais ça me laisse des cicatrices, oui, et ces cicatrices, comme je dis toujours, on m'enterrera avec. En mai, la commune de Métais pose un acte politique fort. Elle décide de suspendre son jumelage avec un village hongrois. Par ce geste, elle veut dénoncer la politique migratoire menée par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Nous trouvons que M. Orbán exagère fortement et donc nous voulions avoir un geste fort pour montrer qu'on ne peut pas être en Europe uniquement pour les avantages, il faut aussi se montrer démocratique et pour nous mettre des barbelés aux frontières pour empêcher que les migrants n'entrent sur le territoire, on ne trouve pas ça tellement normal. L'accueil des migrants à Florène n'a rien à voir avec celui de la Hongrie de Viktor Orbán. Ces jeunes demandeurs d'asile sont les acteurs d'une pièce de théâtre qui parle de leur parcours. Va au diable avec ton étranger. Si je le suis, je l'attrape et le va. Il est là. Eh, viens toi, viens. Vous êtes content là de la première? Ouais, on est très content parce on avait un peu peur de sortir devant le public comme ça. Tout le monde avait peur de sortir devant le public. C'est pour cela on est très content aujourd'hui parce qu'on nous a félicité pour ce qu'on a fait. Parce qu'on est très content aujourd'hui. Ouais, on est très content quand même. Remontons dans le nord de notre province, dans la commune de Fernelmont. Fin mai, le ciel tombe sur la tête des habitants. De fortes pluies provoquent des inondations depuis des champs agricoles. Les dégâts sont impressionnants, comme dans cette maison de repos. Voilà, ici, l'eau est arrivée par le soupirail ici. Donc c'est de l'eau qui vient des champs des pommes de terre. Ça s'est accumulé dans les caves. Ici, la porte, ça a monté, puis la porte a lâché. Et du coup, ça s'est réparti dans les autres caves. Le site Saint-Roch à Couvin fait partie de l'histoire de la commune. En mai, il est mis en vente. Très vite, des entreprises se disent intéressées pour s'y implanter. Une société qui fabrique des poêles, mais aussi la brasserie des Fagnes, qui voudrait stocker des marchandises, mais aussi y créer une brasserie. Ce serait une unité de production qui serait 20 à 25 fois supérieure par rapport à ce que nous avons à Mariembourg. Donc il y aurait entre 25 et 30 emplois qui seraient générés. Image impressionnante que cette machine à l'ouvrage en train d'excaver les terres et les roches encore présentes sous le grognon. En ce printemps 2019, le chantier du parking souterrain avance. On ne se lance pas dans pareils travaux sans réfléchir. La technique utilisée a sollicité les neurones des ingénieurs. C'est une technique où tout d'abord on a laissé toutes des banquettes de terrassement contre les pieux afin de faire vraiment une jambe de force pour ne pas que ces pieux se laissent aller. Et donc cette fameuse banquette, par contre, il fallait la terrasser seulement une fois que le toit du parking était réalisé, toit qui permettait de tenir en tête ces fameux pieux. Et donc on a laissé une cheminée, ici comme on la voit derrière. Cette cheminée, on a descendu les grues de 30 tonnes à l'intérieur du trou pour pouvoir terrasser, excaver tout ce qui était en dessous, c'est-à-dire terre, roche, puisqu'il y a une majorité de roches. Pour ça, on utilise un outil un peu particulier qui est une dent vibrante, un ripper excentrique, une dent vibrante, qui va permettre de morceler la roche assez rapidement avec très peu de vibrations et très peu de nuisances sur le voisinage. Un voisinage qui se renouvelle à côté du grognon. Suite aux élections du 26 mai, de nouveaux députés wallons issus de notre province font leur entrée le 11 juin au Parlement wallon avec un premier devoir, la prestation de serment. Je jure d'observer la Constitution. Impressionné ? Certainement un peu. Pour l'instant, ça va. Je ne dis pas que ça va être facile au quotidien, mais confiante. Et
Rassurée aussi parce qu'on passe d'un groupe de 2 à 10. C'est un peu comme une rentrée des classes, hein. C'est quelque chose de tout neuf pour moi, donc à découvrir au niveau des formalités. Un peu stressée tout de même. Jusqu'ici, je ne l'ai pas été, mais cette fois-ci, oui. Si les parlementaires ont pris leurs fonctions en juin, pour les ministres wallons, par contre, il faudra attendre le mois de septembre. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine rétrospective.